Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Tout d'abord préciser en propos liminaire que je ne suis plus porte-parole de la Quadrature du Net. Je m'exprime ici en tant que cofondateur. Nous partageons entre cofondateurs la parole de l'association. J'espère qu'un éventuel cynisme dans mes propos ne sera pas interprété comme étant l'apologie du terrorisme par les temps qui courent. Quelque part... je ne sais pas si je dois me féliciter ou pas de participer de ce qui me semble être une formidable façon d'éviter de discuter des problèmes fondamentaux concernant les prisons, les banlieues, l'école publique, les pratiques actuelles de surveillance, tant Internet fait office de parfait bouc émissaire lorsque l'on évoque la question du djihadisme et de la radicalisation. Je me permets juste de vous dire qu'en ce qui concerne notre commission, c'est absolument pas le cas. Le problème de la radicalisation en prison, des ratés de l'intégration ou des problèmes liés aux problèmes sociaux liés sont absolument présents et déterminants. Internet est un élément, mais ce n'est pas l'élément, donc je vous rassure sur ce point. Écoutez, lorsque l'on observe les déclarations des responsables politiques ces jours-ci, on n'a pas cette impression-là, mais j'accorde évidemment à votre commission le bénéfice du doute sur ce point. Le fait est que nous avons aujourd'hui en place un arsenal législatif concernant la sécurité au sens large, la surveillance et Internet, qui tout entier n'a pas permis d'arrêter les récents tueurs et les empêcher de commettre leurs actes barbares. Le fait est que l'empilement de lois concernant Internet et attaquant les libertés fondamentales sur Internet, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la commission consultative du gouvernement en matière de droits de l'homme qui n'a pas été consultée sur la loi antiterroriste qui le disait. Le fait est que les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous allons probablement continuer dans la même logique. Puisque ça a échoué jusqu'à présent, continuons. Pour ce faire et pour bien profiter d'une ministérisation du débat public, il est indispensable de faire des amalgames. De la même façon que l'on a réussi à imposer dans la LOPSI la censure des sites à caractère pédopornographique, en mélangeant les questions de la pédopornographie et de sa diffusion avec les questions de la protection de l'enfance, en instrumentalisant des fantasmes comme ceux de l'accès aléatoire par hasard à des contenus pédopornographiques sur Internet. Ici, je pense qu'il va être indispensable, pour plus de confusion, d'amalgamer la question du terrorisme, de la radicalisation et de la diffusion des propos de haine. C'est ce que l'on entend aujourd'hui dans le débat public, dans les diverses déclarations de droite comme de gauche dans cette merveilleuse union nationale. Et nous attendons, hélas, de nouvelles lois portant atteinte à nos libertés fondamentales sur Internet, qui seront peut-être une fois de plus applaudies sur les bancs de la gauche comme de la droite, jusqu'à la droite dure. Plusieurs cas se présentent à nous et doivent être considérés. Tout d'abord, le cas des djihadistes qui ne sont pas bêtes. Il y en a probablement. Les djihadistes pas bêtes, comme ça a été évoqué dans l'intervention précédente, savent déjà qu'Internet et le téléphone mobile sont utilisés pour les tracer et, dans bien des cas, ne l'utilisent pas. D'autres terroristes pas bêtes utilisent déjà des technologies d'anonymisation et de chiffrement, par là échappent à une bonne partie des mesures déjà en place et une bonne partie des mesures qui pourraient être ajoutées à l'arsenal. Ces technologies qui sont qualifiées, on l'entend, de deep web ou de web profond, dans ce que l'on pressent comme étant le début d'une offensive contre l'anonymisation sur Internet, contre le chiffrement. Les déclarations récentes du Premier ministre anglais et des débuts de mouvements politiques au niveau du Conseil de l'Union européenne laissent à penser que l'on soit au devant d'efforts politiques et législatifs
visant les outils d'anonymisation et les outils de chiffrement. Cette offensive est déjà à l'œuvre depuis quelques années. On se rappelle du PDG de Google, Eric Schmidt, déclarant « Si vous souhaitez être anonyme sur Internet, c'est donc que vous êtes un criminel et que vous avez quelque chose à cacher ». Cette offensive avance dans les médias. On nous parle donc du dark web, du dark net, comme s'il s'agissait d'un espace sombre, forcément malsain, alors que ces technologies d'anonymisation et de chiffrement sont utilisées aujourd'hui par des millions de dissidents politiques, de journalistes et d'activistes dans le monde, pour qui ces technologies sont la condition sine qua non de la survie. Il n'existe pas de deep web, de dark web. Déjà, le web, ça n'est qu'une petite portion d'Internet. Et lorsque l'on parle de dark web, de darknet, on évoque en fait la capacité de deux ordinateurs à parler le protocole de leur choix, soit-il chiffré ou non, anonymisé ou non. On décrit ici ce que l'on appelle concrètement Internet. La possibilité d'ordinateurs sans intermédiaire, sans médiation, sans garde-barrière, de choisir un protocole et de le discuter entre eux, c'est la définition même d'Internet. Alors évidemment, lorsque Google définit Internet, il définit Internet comme tout ce que Google peut aspirer, tout ce que Google peut espionner et donc livrer à la NSA, et par définition, le reste est marginalisé, décrédibilisé, exclu, derrière cette notion de web profond. Ensuite vient le cas des terroristes plutôt bêtes. Ceux qui n'ont pas entendu parler de la surveillance, fût-elle de masse ou ciblée, et qui, sans s'anonymiser, sans se protéger, vont accéder à des sites dédiés, comme ceux décrits précédemment, des sites de prédicateurs, des sites de djihadistes, des sites d'endoctrinement, des forums et autres. Le réflexe du gouvernement, vous le savez, c'est la censure. Le décret d'application de la LOPSI et de la loi terroriste a été transmis à Bruxelles au lendemain des attentats de Charlie Hebdo, avec, on le rappelle, la capacité donnée au ministère de l'Intérieur de décider de quel site serait censuré d'Internet. On le voit donc avec le mouvement politique en cours, les sites faisant de près ou de loin l'apologie du terrorisme seront évidemment concernés par ces dispositions. Le réflexe de la censure, vieux comme le monde, revient au galop dès que les peurs sont instrumentalisées. J'ai l'intime conviction que ce réflexe de censure est absolument contre-productif. Contre-productif car, comme ça a été dit précédemment, ces sites ouverts aux quatre vents, auxquels accèdent des gens sans se protéger, sont une mine d'or pour les enquêteurs et les services de renseignement. Pour enquêter, pour cibler par la surveillance ciblée ceux qui y participent, pour infiltrer ces réseaux. Censurer ces sites donnerait le signal à ces individus qu'ils sont repérés par l'État français et leur donnerait immédiatement le signal qu'il est le bon moment pour faire un clic et contourner la censure. En un clic, n'importe qui est capable d'installer le Tor browser, le navigateur Tor, et en un clic, n'importe qui est d'ores et déjà capable de contourner la censure telle qu'elle sera mise en place en France. Donc, la conséquence la plus évidente de la mise en œuvre de cette censure sera de propager ces dispositifs d'anonymisation, de protection et de chiffrement des communications, et donc peut-être, en les éduquant, de faire passer ces terroristes bêtes au rang de terroristes pas bêtes, ou un petit peu moins bêtes. Et ainsi, le réflexe sécuritaire de censure se révélera parfaitement contre-productif. Un autre cas, il ne s'agit pas que de sites, ça a été évoqué évidemment encore abondamment dans l'intervention précédente, il ne s'agit pas que de sites dédiés, le site du prédicateur X ou Y, le site de la fabrication des bombes. Pour information, j'avais je crois 13 ou 14 ans lorsque j'ai accédé pour la première fois à des recettes de bombes sur les premiers BBS, parce que je trouvais ça intéressant et que ça faisait partie des matériaux qui circulaient sans pour autant n'avoir jamais pratiqué, ni ne m'être radicalisé outre mesure. Donc en forme de petite pique,
pas encore, en forme de petite pique pour bien faire la distinction entre l'existence d'un contenu ou d'un texte quelque part et le fait d'y accéder, et entre le fait d'y accéder et le fait de mettre en pratique, de passer à l'acte, qui est quelque chose qui relève évidemment de l'enquête, qui doit être ciblée avec des moyens adéquats et sous contrôle de l'autorité judiciaire. Donc, outre ces sites spécifiques, dédiés, que l'on va avoir prochainement tentation de censurer d'une façon complètement contre-productive, évidemment, existent les plateformes, les sites dits de réseaux sociaux, au travers desquels les djihadistes plutôt bêtes communiquent et peut-être endoctrinent ou cherche à recruter. Je dis plutôt bête parce qu'il est de notoriété publique aujourd'hui que ces sites sont l'objet d'une surveillance totale par la NSA et sa myriade de partenaires publics et privés aux quatre coins du monde, les Five Eyes, les Nine Eyes, les 11 Eyes, etc. Que faire avec ces plateformes ? Le premier réflexe immédiat sera celui de la surveillance de masse. Probablement déjà pratiqué selon ce merveilleux terme de novlangue politique qui était qu'on a entendu lors de la LPM dans des pratiques allégales. N'était pas illégal, était allégal. J'attends que quelqu'un utilise cette défense devant un juge. Je vous jure, monsieur le juge, je ne savais pas, je croyais que c'était allégal. Donc ces pratiques, ces pratiques illégales étaient probablement déjà répandues à l'époque de la LPM et sont désormais aujourd'hui légalisées. Donc la tentation de la surveillance de masse, celle qui a été dénoncée il y a 2 jours par le Conseil de l'Europe comme étant profondément attentatoire aux libertés fondamentales et en violation flagrante des traités et des valeurs de l'Europe. Deuxième solution, et en ce sens, les déclarations récentes du Premier ministre et du Président de la République sont assez éclairantes, confier les missions de surveillance, voire des missions de censure, à ces acteurs privés. Autant se débarrasser de la patate chaude et confier à Facebook, Twitter et Google des missions de police et des missions de justice, en leur demandant, ça a été dit publiquement, la coopération, en leur demandant de prendre des mesures, voire en leur imposant un régime de responsabilité. On transformerait donc ces acteurs en une sorte de milice, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot pour des polices privées, en leur confiant le soin d'automatiser, pourquoi pas à l'aide de robots, la détection de mots-clés, la détection de comportements. Ils font déjà ça à des fins commerciales ou à des fins d'espionnage économique ou politique pour le gouvernement US. Donc pourquoi pas rendre ce service à ses alliés pour justifier une fois de plus ces pratiques et au passage donner toujours un petit peu plus de pouvoir à ces entreprises en s'asseyant majestueusement sur l'état de droit et sur le droit à un procès équitable. Vous comprenez où je me situe dans ce débat. Le fait de supprimer le juge et d'ailleurs d'entendre une ministre de la Justice plaider en la faveur de la suppression du juge dans ce genre de dossier et le fait d'imposer, voire de pleinement justifier la surveillance de masse me semble aller à l'encontre de ce que devrait être le devoir des pouvoirs publics de protéger les citoyens et me semble tout à fait faire le jeu des djihadistes et autres terroristes qui souhaitent voir détricoter les libertés fondamentales et le socle de nos démocraties. J'allais m'arrêter par une conclusion, par la partie seulement cynique de ma conclusion, qui était de dire « allez-y, continuez ». Pas vous, Madame la Présidente, ou vous, Monsieur le rapporteur, vous, les pouvoirs publics en général, m'exprimant dans cette enceinte, continuons. Le mieux qui puisse arriver, c'est une formidable campagne de sensibilisation sur l'utilisation de Tor, des technologies d'anonymisation et des technologies de chiffrement sur Internet. Je pense que c'est dans tous les cas une bonne chose de généraliser ces pratiques pour combattre la surveillance de masse, qui est une violation globale de nos libertés fondamentales. Effectivement, cela va aider certains djihadistes à être un petit peu moins bêtes, mais cela va aussi aider tous les citoyens à combattre toute forme de tyrannie et à s'en protéger, qu'il s'agisse de la tyrannie des djihadistes ou de la tyrannie d'États engagés dans les violations massives de libertés fondamentales. Mais j'ai décidé de continuer au-delà de la conclusion cynique, en quelques mots.
J'ai parlé de toutes les tyrannies, toutes leurs formes, dans toute leur diversité. Je ne sais pas, mais je poserai des questions tout à l'heure. Oui, il y a des moments avec plaisir. où je ne sais pas, c'est difficile de ne pas réagir. Mais c'était le but. C'était le but on n'est de pas dans faire la réagir. même dictature en la République française. Je n'ai pas nommé la République française. Non, mais j'ai enfin, parlé des tyrannies en général. Et on peut comparer les pratiques des États chinois, iraniens et russes avec les pratiques de l'État français au vu des dernières évolutions législatives, si vous le souhaitez, lors des questions-réponses. Juste en guise de conclusion très rapide, et au-delà du cynisme, la vraie question ici, c'est va-t-on simplement faire semblant de combattre ces djihadistes en s'attaquant aux symptômes, en agitant les bras et en donnant l'illusion d'une action politique devant les caméras? Auquel cas, par pitié, essayons de le faire sans attaquer le socle des libertés fondamentales et sans légaliser des pratiques profondément antidémocratiques. A l'inverse, si l'on souhaite non pas s'attaquer aux symptômes, mais aux causes du problème, en s'attaquant aux vraies questions, alors il est indispensable d'abord de s'atteler aux questions relatives aux prisons, aux banlieues, à l'école, mais aussi de faire la lumière sur les pratiques actuelles de la surveillance et de faire la part entre la surveillance ciblée, qui elle peut être réalisée sous contrôle démocratique, notamment sous contrôle de l'autorité judiciaire, et la surveillance de masse qui elle n'est jamais proportionnelle et jamais justifiée dans un état de droit, et c'est le Conseil de l'Europe et la Commission consultative du gouvernement sur les droits de l'homme, entre autres, qui le disent. Auquel cas, ce n'est qu'en faisant cette transparence que l'on pourra comprendre les pratiques actuelles des enquêteurs, de la surveillance ciblée et de l'infiltration, que l'on pourra réellement apprécier leur efficacité, que l'on pourra pleinement faire confiance dans les institutions qui s'y livrent, et là, avoir un débat serein sur comment augmenter ces moyens des enquêteurs et de la surveillance ciblée dans le respect des valeurs démocratiques. Je pense que c'est la seule façon de faire un pied de nez à ceux qui veulent attaquer nos démocraties que de renforcer les libertés fondamentales et le socle républicain. Eh bien, Monsieur Zimmermann, je vous remercie. Je voudrais vous indiquer que l'hystérie sécuritaire nous a quand même conduit en direct sur Public Sénat à vous auditionner, ce qui veut dire que vraisemblablement votre discours est un discours qui est audible par notre commission, donc que l'apologie sur laquelle vous avez mis mécaniquement des guillemets me semble assez inappropriée compte tenu de ce qu'on voit circuler, mais qu'on vous doit évidemment la cohérence de votre propos, et nous aurons évidemment des questions à vous poser tout à l'heure. Merci en tous les cas de cette intervention musclée. Nous n'en attendions pas moins de vous en vous invitant à cette table ronde, et nous ne sommes pas déçus.